le 2 juin 2026. Sous un ciel gris et doux, une foule s'est réunie, unie par un chagrin partagé et un profond respect. C'était un rassemblement solennel, une procession silencieuse de cœurs lourds se dirigeant vers le crématorium de Valenton. Le bâtiment moderne, habituellement un lieu de passage silencieux, est devenu le théâtre d'un adieu national. Situé dans le Val-de-Marne, en Île-de-France, ce lieu a été choisi pour une cérémonie d'adieu à Ange-Édouard Pungy. Un dernier hommage à un homme dont la vie a touché tant de personnes, bien au-delà des frontières de son pays natal. Il était décédé le 28 avril 2026, un peu plus d'un mois auparavant. Sa disparition à l'hôpital intercommunal de Créteil a laissé un vide immense. La nation était en deuil. Un sentiment partagé par la diaspora et les amis de la République du Congo à travers le monde. L'occasion, bien que sombre, témoignait de la vie qu'il avait menée avec intégrité et dévouement, et de l'impact durable qu'il avait eu sur tant de personnes, de l'homme de la rue au plus haut dignitaire. Le crématorium, avec sa belle architecture sobre, était rempli à pleine capacité, chaque siège occupé, chaque espace debout comblé. L'air était lourd, chargé d'un sentiment de perte et d'un recueillement silencieux qui transcendait les mots. L'atmosphère à l'intérieur était empreinte d'un profond deuil, une tristesse palpable dans chaque regard, et d'une réflexion intense sur l'héritage laissé par l'homme qu'ils étaient venus honorer. L'émotion était à vif et visible sur les visages, une mosaïque de chagrin et de respect. Un silence pesant enveloppait la pièce, sonore qui semblait amplifier le poids de l'absence. Il n'était brisé que par le son discret de sanglots étouffés, expression incontrôlable d'une peine profonde. La famille Pungy, au premier rang, portait le fardeau le plus lourd, leur douleur intime partagée avec une nation. Autour d'eux, les proches, les amis, les collaborateurs et les connaissances formaient un rempart de soutien silencieux. Chaque regard échangé, chaque geste subtil de réconfort parlait d'une connexion partagée à travers l'homme qu'ils avaient perdu. La tristesse collective était un hommage puissant et tacite, une reconnaissance de la marque indélébile qu'il avait laissée. À l'avant de la salle, une photographie encadrée sur un chevalet se dressait comme un phare. Son regard semblait veiller sur l'assemblée, offrant une présence réconfortante au milieu du chagrin. Cette image simple mais puissante servait d'ancrage aux émotions, point de convergence pour les souvenirs et les prières. Autour du cercueil, drapé de dignité, les larmes coulaient librement, mais elles étaient accompagnées par les hymnes chantés à l'unisson. Les mélodies puissantes, portées par des voix emplies d'émotion, ajoutaient une dimension spirituelle à la cérémonie. Les hymnes chantés d'une voix grave et poignante s'élevaient vers les voûtes, portant avec eux la peine de l'assemblée. Ils conféraient une dimension profondément spirituelle à la cérémonie, unissant les cœurs dans une prière commune. La musique articulait ce que les mots seuls ne pouvaient plus exprimer, offrant une catharsis à travers la mélodie. Ces chants sont devenus un puissant canal pour le chagrin collectif, transformant la douleur individuelle en une force partagée. Puis, le silence est revenu, laissant place aux mots. Tandis que les hommages commençaient, une nouvelle vague d'émotions a parcouru la salle. Les voix de ces enfants, tremblantes mais résolues, ont partagé des souvenirs intimes d'un père aimant. Un proche du Premier ministre a ensuite évoqué le collègue et l'ami, l'homme d'État dont la sagesse manquera cruellement. Chaque voix, bien que lourde d'affliction, s'est unie pour honorer la mémoire de l'homme dans sa totalité. Les témoignages ont dressé le portrait d'un homme de famille aimé et d'un fonctionnaire dévoué dont l'héritage de service et d'amour perdurera. Comme toujours dans des circonstances aussi déchirantes, le désespoir et l'abattement des proches étaient profondément perceptibles. Une tristesse silencieuse mais palpable flottait dans l'air, un lourd manteau posé sur les épaules de chaque personne présente. Leur posture et expression traduisaient une désolation qui a laissé une impression durable. Chaque regard baissé, chaque main jointe racontait une histoire de perte personnelle, laissée par un homme qui était bien plus qu'une figure publique.
Les larmes versées ce jour-là n'étaient pas seulement pour le départ d'un homme, mais pour les multiples rôles qu'il incarnait au sein de sa famille. Un père, un frère, un oncle. C'étaient des larmes d'une tristesse extrême, versées par des personnes se sentant désormais à la dérive, livrées à elles-mêmes dans un monde qui semblait soudain plus rude et impitoyable. La douleur visible soulignait l'ampleur personnelle de la perte, rappelant qu'un patriarche chéri, un pilier pour les siens, se cachait derrière le personnage public dont l'absence serait profondément et durablement ressentie. Dans le crématorium, on entendait des conversations feutrées exprimant une pitié sincère pour les enfants Pungi. Ils étaient désormais doublement orphelins, ayant déjà pleuré le décès de leur mère, maman Thérèse Béatrice Pungi Manda. Cette couche supplémentaire de tragédie a aggravé la douleur, ravivant une blessure encore vive et rendant le fardeau du deuil presque insupportable. Ainsi, les personnes en deuil pleuraient non seulement pour l'homme d'État, mais aussi pour sa femme bien-aimée, pour le couple uni et exemplaire qu'ils avaient formé et pour le souvenir d'un foyer désormais privé de ces deux lumières. L'empathie de la communauté s'étendait à l'unité familiale qu'il avait construite et chérie, une reconnaissance de la profondeur et de la complexité de leur perte. La présence de la communauté congolaise en France était particulièrement marquante. Ils étaient venus en grand nombre, de Paris et d'ailleurs, pour témoigner de leur lien indéfectible. Leur présence était un puissant acte de solidarité, une démonstration silencieuse mais profonde que dans le deuil, personne ne devrait être seul. Ils étaient là pour partager la douleur de la famille et pour honorer la grande figure qu'il avait été pour la nation. Chaque poignée de main, chaque regard de compassion était une affirmation de leur respect. Ce deuil collectif a démontré les liens solides et la résilience de la diaspora. Même à travers les continents, son héritage restait une force unificatrice, un point de ralliement pour une communauté loin de sa terre natale. La cérémonie a reçu un poids officiel et solennel par la présence de son Excellence Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo en France. Sa présence signifiait une double reconnaissance, un geste d'une grande portée symbolique. D'une part, c'était un hommage personnel et sincère d'un ambassadeur et ancien ministre à son ancien chef de gouvernement, un collègue et un ami. Au-delà du deuil, une question s'impose. Que révèle sa trajectoire, de la jeunesse militante à la primature, puis à l'opposition républicaine? Pour y répondre, retraçons ces étapes clés chronologiquement, sans lyrisme, au plus près des faits. Voici le parcours d'Ange-Édouard Pungi et ce qu'il signifie pour la République du Congo. Ange-Édouard Pungi naît le 4 janvier 1942 à Muyonzi dans la Bouenza. Pour comprendre l'homme d'État, suivons un parcours chronologique de sa vie et de son œuvre, guidé par des faits concrets. 1963-1964, il préside l'Association scolaire du Congo, ASCO. Dans un Congo post-indépendance, il fédère et élève la voix des lycéens avec maturité. 1967-1968, il dirige l'Union générale des élèves et étudiants du Congo, UGEIC. Il encadre, oriente et politise, forgeant écoute, rigueur et sens des responsabilités. 5 août 1968, entrée au Conseil national de la Révolution, CNR. 31 décembre 1968, au directoire du CNR, chargé des relations extérieures, il porte la voix du Congo en pleine guerre froide. Décembre 1969, membre du bureau politique originel du PCT, en charge de l'économie, des finances et des affaires sociales, responsabilité confirmée en mars 1970. 1971-1972, ministre des Finances et du Budget. 1972-1973, vice-président auprès du président Marienne Gouabi au cœur de l'État. 1969, admis à la fonction publique comme administrateur des SAF, formation à la BEAC et à la Banque nationale de développement du Congo. Titularisé 1973, détaché à la BEAC comme fondé de pouvoir. 1975-1976, stage au siège de la BAC à Paris, puis directeur adjoint au directeur national 1975-1969,
1969-1984, directeur général de la Banque commerciale congolaise, réputé pour rigueur et prudence. 27-31 juillet 1984, congrès du PCT. 7 août 1984, il succède à Louis-Sylvain Goma comme Premier ministre. Il dirige la primature jusqu'au 7 août 1989. Acte décisif, il propose l'ouverture au multipartisme. Face au refus présidentiel, il démissionne par principe, préférant la conscience au privilège. 1989 et 1991, président du Conseil économique et social. 28 novembre 1990, il quitte le PCT et fonde l'UPSD, s'engageant dans l'opposition démocratique. 1987, après la guerre civile et le retour du PCT, il s'exile en France aux côtés du président Pascal Lissouba. Il demeure en exil jusqu'en 2006, puis revient au pays. Décembre 2006, il rejoint l'UPADES et devient l'un des 25 vice-présidents. 30 novembre 2008, désigné candidat de l'UPADES à la présidentielle de 2009, à l'issue d'une primaire interne. 19 juin 2009, la Cour constitutionnelle invalide sa candidature pour non-résidence continue. Le 15 juillet, il participe à une marche d'opposition interdite. Restrictions de déplacement s'ensuivent en août-septembre 2009. Juin 2010, il conduit un groupe de contact pour rassembler les l'UPADES, prônant l'unité et la voie institutionnelle de l'opposition. Octobre 2011, élu sénateur l'UPADES dans la Bouenza, poursuivant un engagement territorial constant. Septembre 2014, élu conseiller municipal à Madingu. 31 août 2017, réélu sénateur l'UPADES dans la Bouenza. Septembre 2009, il affirme que certains trajets internes lui sont également interdits. Avril-juin 2010, il œuvre au rassemblement de l'UPADES et mène un groupe de contact pour l'unité du parti. Octobre 2011, élu sénateur l'UPADES dans le département de la Bouenza. Septembre 2014, élu conseiller municipal à Madingu. 31 août 2017, réélu au Sénat comme candidat l'UPADES dans la Bouenza. Son engagement public reste constant. Rigueur financière, intégrité et défense du pluralisme. Il demeure une référence de l'opposition républicaine et du service de l'État. Son parcours illustre une résistance pacifique et institutionnelle face aux épreuves politiques. Il reste attaché à Madingu et à la Bouenza, source de ses valeurs et de son cap moral. Ses responsabilités nationales et internationales n'altèrent pas ce lien au territoire et aux populations. Toujours fils de Madingu, il porte la voix de sa région au niveau national. Homme de consensus, il privilégie les solutions concrètes en économie et en gouvernance. Ancré, discret et déterminé, il inspire plusieurs générations d'acteurs publics. Sa ligne directrice, servir l'intérêt général avec probité et constance. 4 juin 2026, hommage national à Brazzaville. La nation salue son parcours. Ange-Édouard Pungui s'éteint le 28 avril 2026 à 84 ans. Son héritage demeure. Cette vidéo s'inspire de l'article de l'ancien ministre Wabari Mariotti qui nous a autorisé à utiliser sa publication et a fourni les photographies de cet événement. Nous le remercions chaleureusement. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain.